Bonsoir. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Alors, je me suis pris quelques notes. Je vais pas me lancer dans une impro. C'est pas le lieu, c'est pas le soir. Merci d'être là en cette journée, cette semaine de rentrée. Cette rentrée, on vous la souhaite excellente. Pour clarifier, je vous en prie, pour clarifier d'entrée de jeu le sujet. Oui, cet événement est bel et bien organisé par le Relais Israël de Nouvelle Énergie. C'est le mouvement de David Lisnard, qui est le maire de Cannes et le patron des maires de France. C'est le candidat Chutzpah par excellence, selon moi et selon de plus en plus de personnes. Mais c'est une soirée qui sera toute dédiée à un sujet, pour le coup, israélo-israélien, la Chutzpah. Cette Chutzpah, c'est un ingrédient clé dans la réussite israélienne, dans les domaines de l'entrepreneuriat, dans le domaine du militaire, dans le domaine du médical, et j'en passe. Elle façonne la mentalité israélienne et les succès israéliens. Cette soirée, elle est réalisée en partenariat avec Monday.com. On est ici chez Monday. Monday, c'est l'expert des plateformes collaboratives de gestion de projets qui nous accueille, qui fait l'honneur de nous accueillir. Et merci beaucoup, Zach, pour la connexion. On peut l'applaudir. Ce soir, c'est aussi avec Alun Israël, le réseau des anciens élèves de grandes écoles françaises installés en Israël. Merci Elodie Tangeman, la très active Elodie Tangeman. Gvaim. Gvaim, c'est une magnifique association qui accompagne les Olim qualifiés dans leur intégration professionnelle en Israël. Sharon et Sacha, qui ont été complètement artisanes de ce projet ce soir, ne sont pas là, n'ont pas pu nous rejoindre, mais je les remercie. Et je tiens à saluer Tania Amar, mon amie Tania, qui est ici avec nous ce soir. Et bien sûr, et Léon, absolument, honneur aux dames. Merci à vous deux d'être là ce soir. Suivez Gvaim, magnifique association qui fait plein de choses et de belles choses. Et puis, ce soir, c'est aussi avec French Founders. Certains d'entre vous, d'entre nous, la connaissent, cette association. C'est un réseau mondial de 25 000 dirigeants francophones qui favorise les connexions business entre entrepreneurs, CEO et investisseurs. Alors, merci à nos partenaires et sincèrement ravi d'accueillir ce soir Inbal Arieli, qui nous parlera de Chutzpah au micro de Nathalie Nagar. Nathalie, tu as sans hésiter accepté d'animer cette soirée à la seconde où je te l'ai proposé. Merci. Journaliste à I24, vous la connaissez, non, Nathalie? Journaliste à I24. Nathalie, les téléspectateurs te connaissent pour tes émissions politiques. Alors, il y a Conversation, il y a Politique. Et puis, on te connaît aussi pour tes éditos forts, tes éditos justes et engagés. Qui n'a pas vu cet édito qui nous a tous touchés juste un mois après le 7 octobre? On était le 6 novembre 2023. L'édito s'intitulait et commençait par « À vous, Madame, Monsieur l'antisémite ». Un édito qui a un petit peu fait le buzz, comme tu dis dans ton bouquin. Et puis justement, c'est en tant qu'autrice que tu te fais aujourd'hui un nom, avec ce témoignage très personnel, très sensible, et qui s'intitule « Les journalistes se cachent pour pleurer », une journaliste franco-israélienne face à la guerre à Gaza, et qui est paru en mai dernier. Le voici, parce qu'un beau livre, Chutzpah, en cache un autre. Ce livre de Nathalie qui est sorti il y a quelques semaines. Peut-être d'ailleurs nous en diras-tu un mot pendant ton entretien avec Inbal, car dans ton livre, Nathalie, tu parles justement toi aussi de Chutzpah. Tu évoques le terme lorsque tu parles du soleil qui avait eu ce toupet, entre guillemets, de se lever le dimanche 8 octobre, alors que tu pensais, toi, que la Terre allait s'arrêter de tourner. Chutzpah donc. Chutzpah, et nous avons l'experte du sujet ce soir avec Inbal. Inbal, quel plaisir de te recevoir et de t'entendre nous parler de ce concept de Chutzpah. Alors, c'est un concept quasiment intraduisible en français. Et pourtant, c'est en français ce soir que nous t'écouterons, car le don des langues fait aussi partie de tes talents. Ce français que tu as appris lorsque tu habitais à Bruxelles, n'est-ce pas? Il y aura un léger accent qui va nous ravir ce soir. Un mélange des deux, sympathique. Et donc, revenons à tes talents, parce qu'ils sont nombreux, pour te décrire en deux mots, et puis vous allez revenir tout au long de cet entretien sur le sujet avec Nathalie. Inbal, tu es
ancien officier de l'unité 8200, Shmone Mataim. Tu as fait ton service militaire au sein de cette unité considérée comme, et je cite, un haut responsable militaire britannique, j'ouvre les guillemets, probablement la meilleure agence de renseignement technique au monde qui se situe au même niveau que la NSA américaine à tout point de vue, sauf l'échelle. Fin de citation. Personnalité incontournable de la Startup Nation, tu as plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la tech israélienne. Tu es également au board de plusieurs programmes et organisations et tu es demandé aux quatre coins de la planète pour aider à décoder cet étrange écosystème israélien d'innovation. Je n'irai pas plus loin, j'en ai déjà trop dit. Je vous laisse poursuivre, mesdames, car je suis, tout comme le reste de cette salle, très impatient de vous écouter. Une dernière indication peut-être est qu'à la fin de cet entretien, on se retrouvera de l'autre côté, vous nous suivrez, il y a un cocktail pour poursuivre l'échange tous ensemble. Merci et je vous passe la parole. Merci pour cette présentation émouvante et complète. Alors bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être avec vous, ravi de commencer la rentrée tous ensemble et merci Inbal d'être à nos côtés ce soir. Ce soir on va donc parler d'Israël, ce tout petit pays qui fait trembler la Silicon Valley et tant d'autres, un pays où on apprend finalement, et c'est ce qu'on va voir ce soir, à dire et pourquoi pas la malo, avant de savoir dire bonjour, merci, s'il vous plaît. Ça, oui, pour les Français qui ont l'habitude des salam alek, ça sera compliqué, mais c'est pas grave puisque finalement l'essentiel, il est ailleurs, comme aurait dit Saint-Exupéry. Et ce soir, on va décrypter justement cette recette explosive avec toi, Inbal. On est toujours en recherche de modèles d'innovation, de modèles de résilience, un mot qu'on connaît beaucoup depuis 2 ans, de modèles de leadership. La chutzpah, ça incarne tout ça en même temps, à la fois. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors d'abord, et je vois qu'il y a beaucoup de femmes ici, ça nous donnera peut-être l'occasion, je ne veux pas faire du féminisme à 2 balles, c'est pas du tout mon truc, mais ça nous donnera peut-être l'occasion de faire un petit laboratoire d'idées pour nous les femmes ici, mais pour vous également, messieurs. On revient à ce curriculum, unité 8200, j'ai entendu tout à l'heure quand Boris le disait, ouf, parce que forcément en Israël, quand on dit Shmone Matayim 8200, ça y est, on est catalogué, mais bien catalogué. Et tu vas nous faire comprendre pourquoi finalement, eh bien, il y a quelque chose avant cette unité 8200. On va remettre les pendules à l'heure, parce que ce qu'Inbal, elle nous écrit dans ce livre, et ça va servir à tous les parents et les mamans et papas en devenir ici, c'est que l'enfant roi israélien, bah, c'est le modèle de la chutzpah. Je plaisante un peu, je raccourcis, mais explique-nous d'où ça vient justement ce lien. Pourquoi ça commence dès l'enfance? Merci. Alors, merci Nathalie pour cette introduction. Et en effet, peut-être je vais commencer par dire que c'est pas l'amalo qu'on commence avec, c'est kara. D'accord? On pense peut-être dans la tête l'amalo au lieu de dire bonjour, bonsoir, mais ce qu'on dit c'est kara. Et ça, c'est la vraie chutzpah. Ok? Et c'est quelque chose à se souvenir. Et il faut que je dise, je parle français parce que comme Nathalie a dit, c'est un français un peu belge, suisse, je sais pas quoi, un peu de tout. Mais il y a beaucoup de mots que je connais pas en français, ok, professionnels. Et Nathalie va m'aider. Il y a beaucoup de mots qui n'existent pas aussi. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est vrai, ça c'est vrai, mais il faut être aussi modeste. Il y a des mots qui existent et que je connais pas. Et d'ailleurs, avoir de la chutzpah, c'est pas nécessairement ne pas être modeste, ok. Et parfois, on prend l'un pour l'autre, mais c'est pas ça. L'idée d'avoir de la chutzpah ou d'être chutzpahdik, on peut être les deux en même temps. Alors, je commence avec l'enfance, d'accord? L'enfance en général ou mon enfance à moi? L'enfant roi israélien, celui qu'on dit être à qui tout est permis et qui dit kacha justement comme tu disais. Kacha c'est comme ça et c'est pas autrement. Hein. Va te débrouiller ailleurs, papa, maman, si tu voulais me faire autre chose. Moi j'ai dit que c'était comme kacha. Ouais. C'est ça l'incubateur de start-up? C'est pas l'enfant roi parce qu'il y a un seul roi et quand il y a des enfants, ils sont tous des princes et des princesses dans une famille israélienne. Ok, alors c'est pas un seul roi parce que
on a parlé de l'importance de la langue. Un roi ou une reine, c'est quelqu'un qui a une idée, et qui dit ce qu'il pense et ce qu'il dit, et c'est à lui de décider. Et dans une famille israélienne, l'enfant israélien, ou dans une classe, dans une école israélienne, il y a 35 rois, ok, et reines. Et alors c'est pas des rois vraiment, mais et je crois aussi que eux ils pensent pas qu'ils sont des rois, d'accord? Parce qu'en même temps, oui, c'est vrai, et je crois que en grandissant en Israël d'un très 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 jeune âge, très jeune, comment on dit toddler en français? C'est avant l'enfance. Un nourrisson. Un nourrisson, les tout petits bébés, même avant de marcher. Même déjà à cet âge-là, où on sort dehors, où on joue dans les petits jardins d'enfants ou n'importe où, ça commence à cet âge-là. Mais les enfants israéliens à cet âge de 2 ans, 3 ans, ils sont pas vraiment différents que leurs enfants, leurs twins, leurs jumeaux dans d'autres pays. Ils sont pas vraiment différents. Ils ont la même curiosité comme des enfants à l'âge de 1 an ou 2 ans japonais. Ils ont la même manière d'organiser leurs pensées dans la tête par demander des questions, comme des enfants américains. Ils sont très amicables, ils sont proactifs, comme tous les enfants partout dans le monde, dans l'histoire d'humanité. Okay. Et ce que tu expliques dans le livre, tu fais référence à quelque chose qui m'est très très cher parce que tu vas dans le nord du pays, près de la frontière jordanienne, dans la vallée de Beth Shean, un kibbutz qui s'appelle le kibbutz d'Eliaou. Et ce kibbutz, il a quelque chose de très particulier. Moi, quand j'ai fait mon alia, j'y suis allée, je suis allée me porter volontaire quelques mois là-bas. Ça pourrait ressembler à une cour des miracles. Ça fait très très peur. C'est des carcasses de voitures, des carcasses d'ordinateurs, des espèces de trucs où on se dit mais il y a la rage là-bas en fait si on touche un petit bout de truc rouillé, enfin ça fait très très peur. Et ben en fait, c'est la cour des miracles. C'est là que ça commence. Oui, dans ce genre de cours de récré. Ça commence là et ça commence même plus tôt, mais ça commence pas par les enfants, ça commence par l'environnement. Ça commence par les adultes, ça commence par Malkaas, qui était la prof de ce jardin à Sde Eliaou, à Kibbutz Eliaou, dans les années 50, qui a décidé que c'était en effet, c'est pas une cour de miracle, c'est une cour de la vie. Parce que dans la tête de Malkaas, elle a créé cette idée pédagogique où les enfants peuvent jouer avec des vrais outils de la vie. Alors on a des ordinateurs anciens, on a des carcasses de voitures, de n'importe quoi, parce que dans la tête de Malka, l'idée c'était de donner aux enfants dans le kibbutz de jouer avec des vrais objets de la vie, mais en même temps de leur dire, enfants, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous jouez comme vous voulez. Si vous avez un micro-ondes avec, je sais pas, un pot et des assiettes, c'est pas nécessairement une cuisine. Il faut pas cuisiner là-bas ou jouer comme si on cuisinait. Ça peut être quelque chose d'autre. Et Malka a créé cette idée de jardin comme ça. Alors peut-être dans la tête des adultes, c'est un jardin de miracles. Dans la tête des enfants, c'est la vie. Ok, c'est pas des miracles. C'est comme ça que la vie se passe. Et là-bas, on peut tout faire. Alors, on a des objets qu'on connaît, mais en même temps, on peut tout faire avec. On n'est pas limité de ce qu'on doit faire avec ces objets. Et en effet, il y a 5 ans, quand le livre est sorti, on était avant Covid. Dans tous ces jardins, dans les écoles en Israël, les enfants étaient très occupés avec Bereshit, la navette spatiale qui a été devait atterrir sur la Lune. Elle a atterri en morceaux. Mais ce qui faisait partie de ce projet de Bereshit, c'était de l'éducation dans les écoles et dans les jardins d'enfants. Alors les enfants dans ces junkyards à cette période spécifique créaient des navettes spéciales avec des micro-ondes et n'importe quoi. 1 an plus tard, Covid. Les enfants maintenant, ils ont oublié, ils ont grandi. Les autres enfants de 4 ans, 5 ans, ils ont
Ils connaissent plus Bereshit maintenant. C'est les machines de respiratoire. Parce qu'ils ont entendu dans les nouvelles quelque chose sur le Covid. Et maintenant, avec les mêmes objets, ils créent quelque chose d'autre. Aujourd'hui, si vous allez dans des jardins d'enfants partout dans le pays où il y a ces junkyards, ils créent Iron Dome, qui pas de barzel. Okay? Ce qui veut dire que si on les limite pas et on leur dit pas ce qu'ils doivent faire avec, c'est vraiment un environnement qui leur laisse à imaginer ce qu'ils veulent et à faire ce qu'ils veulent, avec encore peut-être la chose la plus importante. C'est que par design, les choses dans cette cour sont très très lourdes. La majorité des objets sont lourds. C'est pas sécurisé dans les yeux des adultes, c'est pas des enfants, et c'est très lourd. Mais c'est fait en exprès. C'est fait en exprès parce que qu'est-ce qui se passe si une petite fille de 4 ans ou un petit garçon de 4 ans veulent faire bouger, je sais pas, le micro-ondes ou quelque chose d'autre. Il veut jouer avec. Il peut pas le faire tout seul. C'est trop lourd. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à ses amis. Elle va pas chez la maîtresse lui demander. C'est pas ce que les enfants font naturellement. Ils vont demander à leurs amis de les aider. Même pas de jouer avec, de les aider. Et par design, cet environnement crée il force les enfants de travailler ensemble. Et ça, c'était tous des idées de Malkas. Et oui, de là commence vraiment. On peut voir, c'est pas que ça commence, mais on peut voir comment l'environnement en Israël embrasse, et réagit et accepte des enfants qui pensent différemment que les adultes. Alors ça, ce que tu écris très bien dans le livre, c'est que c'est une idée propre à ce kibbutz qui est retrouvée dans beaucoup d'autres endroits aussi en Israël, mais que cette idée-là, cette façon de dire aux enfants, en gros et un peu vulgairement, allez, démerde-toi, vas-y, échoue aussi. On va en reparler tout à l'heure de cette notion-là de l'échec. C'était pas forcément conscientisé en Israël. Allez, on va éduquer à la création de l'État d'Israël, on va éduquer les enfants comme ça, on va mettre ce genre de cours de récréation, etc., etc. C'était pas quelque chose de conscient. Exactement, c'est vrai. Et ça fait partie aussi du mindset, des concepts de chutzpah, du concept d'innovation et d'entrepreneuriat qui est en Israël bottom top. Alors c'était pas une stratégie du ministre de l'Éducation ou d'une école spéciale qui a commencé toute une méthodologie pédagogique. Non, c'était pas ça. C'était une ganénette dans un kibbutz qui a créé cette idée, qui a commencé dans le kibbutz, et petit à petit a créé ce mouvement en Israël. Et je suis assez confiante de dire que je suis sûre qu'il y a des gananot aujourd'hui dans des écoles ici en Israël qui ont une chatzar grotaot, un petit jardin comme ça, et qui savent même pas pourquoi et quelles sont les idées, les principes derrière ça. C'est pas une stratégie, c'est quelque chose qui a été introduit et qui a été accepté par les parents, par tout le monde, parce que c'est juste un exemple parmi des milliers d'exemples. Si on sort à 4 heures de l'après-midi dans n'importe quelle ville en Israël et on voit les adultes avec les enfants, on peut voir toutes ces dynamiques tous les jours partout en Israël. On va revenir sur plein de mots dont tu parles, que tu égrènes dans ton livre. L'un d'entre eux, et il a peut-être un rapport avec ce dont on vient de parler, c'est le mot de balagan. En Israël, on parle beaucoup de ce mot, c'est l'un des premiers mots qu'on apprend quand on vient vivre ici. Qu'est-ce qu'il a à voir avec la chutzpah, le balagan? Alors le balagan ou le big balagan, ou le very big balagan qu'on a ici en Israël, est partout. N'est-ce pas? Même si on va dîner à un restaurant vendredi soir ou je sais pas, et on voit toutes les familles avec les enfants, il y a du balagan partout, il y a du balagan quand on conduit partout, il y a du balagan dans les classes, ok? Il y a même du balagan dans des startups et partout, et même du balagan dans l'armée, ok? Dans l'armée. Je crois que pour les Israéliens, on voit moins le balagan que des gens qui viennent du dehors d'Israël, ok?
C'est un peu partout dans la vie ici. Moi, je crois que dans le temps où nous, on vit tous, ici en Israël et au dehors d'Israël, okay, en effet, on vit dans un temps qui a beaucoup de balagan. Tout change très très vite. La technologie, bien sûr, les politiques un peu partout changent très vite. On voit ça avec les enfants. Il y a 2 ans, 3 ans, ChatGPT était quelque chose qu'on pouvait pas vraiment imaginer. Je suis pas sûre que maintenant, même, on peut imaginer ce qu'on peut faire avec. Tout change et il y a un peu de chaos, un peu de uncertainty, incertitude dans toute notre vie, tout le temps. Le fait qu'ici, on a l'habitude de vivre dans un balagan, en effet, nous renforce un muscle qui est très, très important. C'est de trouver, c'est même pas de retrouver, c'est de trouver constamment, tout le temps, un nouvel ordre dans une situation de balagan. Et pourquoi je dis pas retrouver? Parce que quand on dit retrouver, c'est retrouver quelque chose qu'il y avait avant. Et l'idée avec le balagan, ou comment on peut réagir à un balagan, ou se sentir à l'aise au balagan, c'est de ne pas penser comment on retrouve ce qu'on avait avant, parce que ça, c'est sûr qu'on va pas réussir. C'est comment trouver un nouvel ordre d'une situation qui est avec du balagan. Les enfants israéliens, ils ont l'habitude de vivre dans un état où il y a beaucoup de balagan. Je sais que quand vos enfants, ceux qui ont des enfants jeunes, qui sont venus en Israël à l'âge très jeune, rentrer dans une classe, dans une école israélienne, ça fait mal à la tête. Mais moi, j'avais la même impression à l'envers. Moi, quand je suis rentrée dans une classe, au début à Genève quand j'avais 4 ans, ou à Bruxelles quand j'avais 10 ans, j'ai été émue, mais de l'autre côté. Parce que personne parlait. Personne posait des questions en classe. Alors, il y avait un cours d'histoire ou un cours de sciences, et il y avait 20 élèves, mais il n'y avait même pas une question. Ou le seul qui demandait des questions, c'était le professeur. Alors, moi, ça m'a ému de l'autre côté, comme enfant. C'est calme, c'est plus, je sais pas, oui, comment? Paisible. Paisible, oui, merci. C'est plus paisible, c'est plus calme. Mais moi, comme Israélienne, ça m'a aussi rendu mal à l'aise. Parce que je me sentais je sais pas, qu'il y avait rien, quoi. Il y avait pas de discussion. T'avais l'impression qu'on essayait de t'éteindre, parce que ça aussi, c'est une question pour tous les parents ici en Israël. Ils apprennent très très peu, ils sont très peu de temps actifs à l'école avec des cours, etc. On a l'impression, en tout cas pour tout ce qui est primaire, secondaire, qu'ils n'apprennent rien. Je sais pas si c'est juste une impression. Et puis tout à coup, on dit, ouais, mais Startup Nation, ça passe où ça se passe quand la magie? Alors d'abord, tout est vrai. Tout ce que tu as dit est vrai. Ils passent peu de temps à l'école par rapport à des autres systèmes éducatifs, par rapport à l'Europe, par exemple. Je suis pas sûre. Moi, je suis aussi parent. J'ai trois garçons qui sont élèves ou qui étaient élèves dans le système israélien. Je suis pas sûre qu'ils ont appris beaucoup à l'école. Mais la question qu'on doit se demander, c'est qu'est-ce qu'ils ont appris? Ou comment on juge qu'est-ce qu'ils ont appris? Et en effet, si ça vous dérange pas, je vais répondre à cette question, mais je vais vous dire ce que le président du Weizmann Institute a répondu à cette même question. C'est moi que tu as demandé cette question. Et j'ai la réponse. Mais on n'en a pas parlé. Voilà ce qu'il a dit. Et j'ai traduit en français aujourd'hui parce que c'est un article qui a été... c'est l'ancien président de Weizmann, l'Institut Weizmann, qui est top dans le monde, bien sûr, avec des Nobel laureats, top dans le monde. Il n'y a pas de question. Et on lui a demandé, quand il a terminé sa position, qu'est-ce qu'il pense du système israélien. En effet, si vous regardez des résultats de PISA, quand on compare les pays du OECD, en tout ce qui est sur l'éducation. Oui, sur l'éducation, en tout ce qui est maths. Alors mathématiques, langue, catastrophe, oui. Israël est comme les États-Unis, et c'est pas un bon endroit. Ok, on n'est pas dans un bon endroit, on n'est pas dans je crois
les 20 premiers pays dans le monde, quelque chose comme ça. Alors on lui a demandé comment ça peut être. Et voilà la réponse du président de Weizmann Institute. Il dit, nos enfants, les Israéliens, n'ont pas beaucoup de respect pour les enseignants. J'ai donné une conférence au Singapour, entré dans une classe à Singapour, une salle pleine d'élèves, ils sont assis en ordre et tout, et un silence surprenant. Ici, à la fin d'une leçon, avant que j'aie ouvert la bouche même, ils posent déjà des questions. Là-bas, personne ne pose rien, un peu comme mon expérience à moi. Il faut en effet relier l'acquisition de savoir avec la capacité de demander. Pouvoir penser par soi-même, donner aux enfants le sentiment qu'il est permis de poser une question. C'est exactement cela le secret de la réussite du modèle israélien. Et je pense que c'est un système éducatif qui réussit. Nous avons réussi à implanter chez nos enfants le désir de devenir quelqu'un, d'influencer. Ils posent des questions, ils ne se baissent pas la tête devant les instituts. Et pensons à la vie des enfants, à l'avenir de nos enfants. Ici en Israël et partout, d'ailleurs partout dans le monde, je crois pas que c'est seulement en Israël. On vit vraiment dans un temps où si on se pose pas des questions et on n'a pas la confidence et la confiance en soi-même de réfléchir, on est perdu parce que le knowledge, le savoir est plus facile aujourd'hui à apprendre que dans notre temps. Il faut quelque chose d'autre des enfants maintenant. Et ces muscles-là, la possibilité de demander des questions et d'oser de demander des questions sans trop réfléchir, sans penser, je demande la bonne question ou pas la bonne question, c'est à moi de demander maintenant ou pas. C'est comme ça que nous, êtres humains, normalement, on doit penser par des questions, par réfléchir. Et moi, je crois que c'est ça le secret du système éducatif israélien, avec quelque chose qui est aussi important et peut-être plus important, le fait qu'on est très social. Peut-être trop social entre nous, mais d'un très très jeune âge, les enfants qui viennent à l'école en Israël ou qui sortent dans la rue, qui jouent ensemble et qui font partie de groupes et qui ont une vie qui est très 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 sociale d'un très très jeune âge, pour moi ça c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Est-ce que tu penses aussi que ce fait de dire vous pouvez poser toutes les questions, enfin on peut poser toutes les questions sans avoir peur d'être ridicule ou de poser la mauvaise est-ce que ça vient aussi avec la corollaire de ça, c'est de dire osez tout et trompez-vous. Est-ce qu'en Israël, on a moins peur ou on apprend plus ou mieux à nos enfants et donc à ceux qui seront entrepreneurs demain à se tromper en leur disant mais les erreurs c'est super, ça construit. Est-ce que c'est aussi une donnée? Tout à fait. Mais comme Malkas, c'est pas quelque chose qui a été, c'est pas une stratégie. C'est pas comme au Singapour de penser comment on va faire, comment on va créer ces muscles. Quand on a créé cet État, quand cet État a été créé et quand on continue à le développer comme maintenant, on fait plein d'erreurs. Okay. Dans le monde du tech, dans le monde du start-up, on fait plein d'erreurs. Monday, avant de réussir, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Au début, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Okay. Mais personne leur a dit, OK, si vous avez fait 3 erreurs, c'est fini. C'est pas comme ça que c'est en Israël, mais dans tous les spectres de la vie. Parce qu'on n'a pas de choix. Si on veut bouger vite, si on veut développer un pays, si on veut construire, si on veut créer des choses, on fait des erreurs. C'est comme ça que la vie s'avance. Et ce fait est rentré partout dans la vie en Israël. D'ailleurs, tous nos bébés, à nous, tous, ils ont appris à marcher avec beaucoup d'erreurs. Parce que je connais pas un seul bébé qui s'est mis à 9 mois ou à 7 mois la première fois à immédiatement marcher. Mais aucun de nous a dit à ses enfants de 9 mois ou de 10 mois, il vaut mieux continuer à, comment on dit, à ramper. À ramper. Il vaut mieux continuer à ramper. Vous êtes trop à ramper. Marchant, c'est pas vraiment votre truc. Personne va dire ça à un enfant, ou même on va les aider, même s'ils tombent. C'est très naturel, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Le seul fait, c'est qu'ici en Israël, it's not a big deal.
Oui, on se trompe. C'est pas, il y a des prix à tromper beaucoup et tout, mais je crois qu'on apprécie plus les gens qui essayent, qui sont actifs, qui essayent, que les gens qui ne se trompent pas et qui n'essayent pas. Alors, on a parlé, puisqu'on essaye d'avancer dans le temps et dans la progression de l'enfance à l'âge adulte, on a parlé donc de l'enfance. Un mot peut-être sur l'armée. Quel rôle l'armée joue dans cette façon de voir le monde et dans cette façon d'appréhender la vie? Alors, comme vous avez entendu, moi, j'ai passé toute ma carrière ici en Israël dans le tech. Et le tech en Israël, comme d'ailleurs le tech au début aux États-Unis, a commencé par des dérivatives de technologie militaire, mais aussi en Israël qu'au Silicon Valley. Et pour toujours, c'était très lié. La connexion entre le militaire et la supériorité technologique qu'on a ici en Israël, les unités technologiques comme 8200 et d'autres unités, et le fait que de ces unités sont sortis beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'innovations en Israël, c'était toujours très clair et donné comme la raison ou la raison la principale pour le succès israélien dans le tech. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que personne n'est né à l'âge de 18 ans. Comme vous avez compris, mes idées, ça commence beaucoup plus tôt. Mais ce qui se passe quand on arrive à l'armée ici en Israël, à 18 ans, déjà équipé avec tous ces muscles ou déjà avec des muscles forts qu'on a vraiment pratiqués dans la vie quotidienne ici en Israël, on arrive à un système qui est pas le système militaire traditionnel qu'on a tous dans la tête quand on pense à un service militaire. Okay? Alors, quand on pense à des systèmes militaires, on pense à hierarchy et des uniformes, des commandes, des ordres, c'est tous des disciplines, c'est tous des mots qui sont très, très militaires. De dehors, peut-être, le service militaire israélien a l'air comme ça, peut-être, je crois. Quand on vit ici 2 jours, on voit que c'est pas comme ça. Quand on voit les soldats dans la rue, on voit que c'est pas comme ça. Alors, cet environnement qui est d'un côté militaire et plus organisé, ce système aussi est un système israélien. Alors, il y a du balagan aussi là-bas. Il y a de la chutzpah aussi là-bas. Il y a 2 choses dans le service militaire ou dans l'armée israélienne que je crois qui sont très importantes ou 3 choses à comprendre pour essayer de comprendre le rôle que joue le système. D'abord, c'est le fait qu'à 18 ans, les enfants, nos enfants qui vont à l'armée, à 18 ans, ils sont pas professionnels. Ils sont des adolescents de 18 ans, ils ont fini leur bac il y a 2-3 semaines avant. Ils faisaient tout ce que tous les jeunes, les adolescents partout dans le monde font, et c'est pas vraiment être professionnel dans quelque chose. C'est bien, c'est naturel. Mais à 18 ans, dès qu'ils rentrent dans l'armée, on n'a pas les expectations. Des attentes. Les attentes, merci. Pour qu'ils soient professionnels. C'est quelque chose d'autre. Alors, le service militaire, le système a réussi à créer des systèmes de screening. Comment on dit screening? Non, avant de sélectionner, avant d'entraîner, c'est de sélectionner et d'identifier quelles sont les compétences. Alors, c'est pas le savoir, parce qu'ils n'ont pas de savoir. Moi, quand j'avais 18 ans, je connaissais rien dans la profession d'intelligence, rien du tout. J'avais 18 ans. C'est les compétences desquelles on a besoin pour différentes positions dans le service militaire. Alors, l'un d'un pilote sera différent de quelqu'un à Sayeret Matkal, différent de quelqu'un à Chirion ou en intelligence. C'est des différentes compétences. On cherche de différentes choses. C'est identifier les compétences et créer des processus. Comment on va tester ces enfants à 16 ans et demi, pas à 18 ans, à 16 ans et demi,
pour voir leur potentiel dans ces compétences. Attends, ça, c'est quelque chose que l'armée israélienne a réussi à créer. Au début, c'était par Daniel Kahneman, dans les années 50 et 60, Nobel lauréate, qui a créé ce système au tout début. Depuis, bien sûr, ça a évolué, c'est un système complètement différent. Mais l'idée, c'est de trouver un potentiel vis-à-vis une compétence qu'on a réussi à identifier. Quand on pense au futur de nous tous dans le marché de travail, dans le business, un peu partout, c'est un peu comme ça qu'il faut regarder aux choses. C'est chercher un potentiel et identifier une compétence. Parce que le savoir, comme on a dit, change tout le temps. Alors ça, c'est une chose que le service militaire a pu faire en Israël et qui a créé aussi pas mal de mobilité. Parce que si je cherche le potentiel et les compétences, je suis beaucoup plus ouvert à regarder à des gens qui sont pas allés dans les... Par exemple, je peux vous donner un exemple, 8200 avait besoin de plus de gens il y a 4, 5 ans, ou 7 ans, même plus, une dizaine d'années. Et les réseaux les enfants qui faisaient 5 unités en maths et en coding ont été épuisés. Point de vue potentiel de talent. Alors maintenant, on a besoin d'autres. On a besoin d'autres coders. De main-d'œuvre et de... Et apparemment, il y a encore beaucoup plus de gens qui ont l'intellectuel pour ces positions en Israël, mais qui n'ont pas pris 5 unités de maths à l'école parce qu'ils étaient occupés avec les scouts, avec les sofim. Ils voulaient pas faire 5 unités de maths, mais ils peuvent le faire. Alors on peut pas les trouver par leur demander combien d'unités de maths Hamesh Yechidot vous avez fait. Il faut trouver quelque chose d'autre. D'ailleurs, avec les filles, c'est encore pire parce que les filles, il y a moins de filles qui prennent Hamesh Yechidot que celles qui peuvent, à cause beaucoup de raisons sociales et d'autres. Et c'est dommage parce que l'armée, l'unité 8200, veut avoir 50% de filles, 50% de garçons. D'ailleurs, c'est ce qu'on a maintenant à 8200 depuis des années déjà. Alors, ils ont dû trouver d'autres manières d'identifier, de sélectionner ces gens. Et maintenant, les tests qu'on fait à 16 ans et demi pour l'unité 8200 sont beaucoup plus relevants pour des femmes, pour des filles que pour les garçons. OK? C'est une nécessité qui a créé ça. Alors, une fois, c'est ça, le rôle que le service militaire joue aussi dans la mobilité de gens et ouvrir beaucoup plus d'options, de possibilités. Et la deuxième chose qui est un peu difficile à comprendre, peut-être, c'est que dans les entraînements de différentes unités dans le service militaire, combattants comme non combattants, un des éléments qu'on essaie vraiment à renforcer chez les jeunes, c'est le fait d'être coincé, de ne pas avoir de réponse, de ne pas savoir quoi faire. C'est très, très pas confortable d'être coincé. Personne n'aime être coincé, même ici en Israël. OK? Mais l'idée, c'est de vraiment c'est pas leur donner un challenge où ils doivent trouver la solution d'une manière créative. Non, non, non. C'est donner quelque chose qu'ils peuvent vraiment pas faire. Et là, on commence à encore renforcer comme adulte maintenant les muscles de ne pas avoir peur de ne pas réussir, de ne pas savoir quoi faire vraiment et to face a wall. Et de trouver, pas les réponses, mais d'autres manières à trouver des réponses. OK? Pas les réponses, mais les manières de trouver les réponses. Et ça, c'est quelque chose que l'armée a pas le choix et doit vraiment faire parce que ces soldats, et ces 2 dernières années, on a malheureusement vu trop d'expériences où les soldats, ils ont pas le temps d'avoir des réponses de derrière. Ils doivent décider. Et il y a pas mal d'occasions où ils trouvent soi-même pour la première fois dans une nouvelle occasion, avec des nouvelles circonstances, et ils n'ont pas de réponse. Et il n'y a personne qui peut les aider. C'est 2 secondes. S'ils n'ont pas l'habitude de ne pas toujours avoir les réponses, de ne pas toujours être quoi faire, ou de trouver les réponses eux-mêmes,
et d'être dans cette sensation très, très pas confortable, d'être coincé. Dans ces moments-là, ils pourront pas réagir dans une manière optimale. Alors, l'armée, de cette manière-là, crée aussi un environnement qui encore continue à développer les mêmes muscles qu'on a parlé avant, qui commencent à un très, très jeune âge. Une dernière chose avec l'armée que je peux dire maintenant, avec des gens qui ont pas tous fait le service militaire ici en Israël, c'est vraiment différent de ce que vous pensez si vous l'avez pas fait ici en Israël. C'est vraiment différent de ce que vous avez en tête en pensant à un service militaire. Et je peux dire malheureusement que le pourcentage de soldats non sabra, non nés en Israël, qui n'ont pas grandi en Israël, et c'est pas seulement ces 2 dernières années, ok, je crois que c'est les 10 dernières années ou quelque chose comme ça, qui, comment on dit, committed suicide. Se sont suicidés. En pourcentage, en proportion, par rapport aux Israéliens, est beaucoup plus fort, et beaucoup plus grand. Et c'est pas parce que personnellement ils sont moins résilients, quelque chose comme ça. Il y a un choc de culture. En arrivant à l'armée à 18 ans, qui est très difficile à expliquer si on grandit pas ici en Israël. Alors justement, ça m'amène à une autre de mes questions et on va essayer d'avancer pour pouvoir ensuite vous donner la parole. Comment on peut devenir chutzpah quand on n'est pas né dedans? C'est une très bonne question. Et j'ai une bonne réponse à ça. Je vais vous dire que mon livre qui s'appelle Chutzpah et qui est sur l'enfance israélienne, mais il est sorti dans une maison d'édition américaine de business. Alors c'est par Harper Business, c'est une maison de business. Le monde est très intéressé et veut encourager partout dans le monde. Le livre a été déjà traduit dans 9 langues, ok, un peu partout dans le monde, parce qu'il y a thirst, oh là là, cette soif, merci, cette soif de vraiment essayer de prendre ces compétences qui sont déjà identifiées par le forum World Economic Forum comme les compétences du futur, la créativité, l'adaptivité. La résilience, l'intelligence émotionnelle. C'est toutes des compétences que nous, la plupart de nous, je regarde en moyenne d'âge ici, on n'a pas mis dans nos CV. Mais aujourd'hui, sont très importants. Alors, il y a cette soif dans le monde, partout, non seulement en Israël. Et 99% du monde n'est pas Israël, ou même plus que ça, bien sûr. Ça peut s'apprendre. Et quand je parle des muscles, c'est en exprès, parce que moi, je crois que, comme je vous ai dit au début, je crois qu'on est tous nés avec ces muscles en nous, ces compétences douces. Comme petit bébé, on avait tous ces compétences. On n'avait pas peur d'autorité. Comme bébé, on posait des questions, on était très créatifs. On était très proactifs. On n'avait pas peur de tomber, on n'avait pas peur de se mettre socialement avec des gens qu'on connaissait pas. C'est toutes des choses que, comme très jeune enfant, tous les enfants partout dans le monde ont. Alors moi, je crois que c'est quelque chose qui est installé partout dans le monde. La grande question, c'est comment les systèmes, comment les environnements, comment le setting, les stages autour de nous laissent à utiliser ces muscles et les nourrissent. Heureusement, vous êtes en Israël. Et en Israël, c'est possible. Maintenant, il n'y a pas une seule manière d'être chutzpahdik. Et ça, c'est peut-être la deuxième chose. C'est pas la formulaire de Coca-Cola ou, je sais pas, de la chimie. On met un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça le jeudi et on ajoute ça le samedi et c'est fait. C'est pas quelque chose. C'est pas comme ça. En effet, dans ma vue, c'est comme une balance entre des éléments différents qu'il faut pratiquer dans de différentes manières, dans des différentes circonstances.
On peut s'entraîner donc. On peut s'entraîner peut carrément muscler parce qu'on tout ça. possède tous ces compétences. Alors on peut s'entraîner. Et en arrivant en Israël, peut-être la meilleure chose qu'on peut faire pour Commencer à s'entraîner. doubler quand on est dans une file. Non. Non, je dirais que la première chose, c'est pas, de ne pas se fâcher. OK? Sur les Israéliens qui doublent la file. Parce qu'en même temps, c'est vrai, on double la file. On double pas à l'école, d'ailleurs. Ça n'existe pas ici en Israël. Hein. Mais on double en file. Mais, je dis toujours que s'il y a un endroit dans le monde où je suis tout à fait confiante, que si je tombe n'importe où dans la rue, il y aura 10 personnes qui vont venir m'aider. Partout en Israël. Alors on double dans la file, mais en même temps, on est très solidaire et on aide et on est très authentique, ok? Et on peut pas, je crois pas qu'à l'israélienne on peut avoir l'un sans l'autre, ok? Alors ne vous fâchez pas parce que ça va pas vous aider de vous fâcher, ok? À l'envers, il faut essayer de prendre un peu de cette chutzpah et des choses positives de cette chutzpah. Elle vient avec un prix, bien sûr, mais il y a tellement de choses positives avec cette chutzpah. Et d'ailleurs, je crois qu'on les voit ces 2 dernières années dans la société israélienne. Tu nous as fait un boost d'optimisme. Mais, est-ce qu'il y a des limites à cet état d'esprit, à cette stratégie qui n'en est pas une? Est-ce qu'il peut y avoir un hic? Est-ce que ça peut pécher quelque part? Comment tu le vois, l'Israël qui fêtera ses 100 ans, ses 150 ans? Est-ce que tu vois que cette chutzpah, elle pourrait être moins balagane, plus organisée, ou est-ce qu'au contraire, elle risque de nous faire couler? Alors, je vais commencer avec un exemple du tech. Pour des années, on a raconté une histoire à nous-mêmes, même, que le Startup Nation est très bon à créer des startups. Et qu'on est moins bien à créer des grandes boîtes, des grandes organisations. Et on a pu donner toutes les raisons pour ça. Parce que le marché israélien est plus petit, parce qu'on n'a pas d'expérience dans gérer des très grandes entreprises. Alors on est très bon en petit, on est moins grand en grand, c'est notre faute, et on est très créatif, on bouge vite, blablabla. Super. Intel, qui est le plus grand employeur dans le tech israélien, avec plus de 10 000 employés à Intel Israël. D'ailleurs, Nvidia, on espère. Normalement, ils vont ouvrir un centre de research and development qui sera encore plus grand. Ils disent qu'il sera plus grand que celui d'Intel. Mais Intel en Israël, il y a déjà 35 ans, ils ont ouvert un fab ici en Israël. Un fab, c'est où on crée les chips. Et un fab, c'est une usine, une usine de chips qui a des standards japonais. Ouais, les standards les plus stricts dans le monde. Ils ont ouvert un premier, ils ont ouvert un deuxième à Kiryat Gat. Miracle, les Israéliens peuvent travailler dans un système qui est hyper strict. Hyper strict dans des standards mondiaux, pas dans des standards israéliens. Dans les standards Intel. Alors, c'est non seulement que Intel sont ici pour la créativité israélienne, mais ils sont aussi ici, et l'innovation, ils sont aussi ici avec 2 fabs qui sont parallèles à leurs fabs partout dans le monde, dans les mêmes standards. C'est possible. Ok, c'est possible. Mais ma réponse, en effet, c'est que je ne sais pas s'il y aura des limites et je ne sais pas comment Israël à 100 ans d'ici ou Israël de 100 ans sera. Et je crois que personne n'a des réponses pour ça. Pas seulement parce que tout ce qui se passe ces 2 dernières années. Non, c'est pas seulement ça. C'est parce qu'on vit vraiment dans un temps où on n'a pas vraiment les réponses. Et si on pense qu'on a les réponses pour comment le monde, Israël et l'Europe, et la France d'ailleurs, comment ces pays, ces sociétés, ces cultures seront dans 30 ans, je sais pas, j'ai pas les réponses. Je crois que le fait qu'on a ces muscles très bien développés et qu'on a l'habilité de se modifier et de s'adapter,
Ça, c'est un très grand avantage qu'on a aujourd'hui ici en Israël, comme Israélien, comme environnement, comme société, comme culture qui est en Israël. Alors, je crois qu'on va s'adapter à ce qu'il y aura dans le monde. Et oui, je suis très, très optimiste. On reste sur des notes optimistes. Pas un nuage en vue, c'est parfait. On reste sur ça, ça nous convient. Alors voilà, Inbal a proposé et a dit que enfant, elle levait toujours la main au professeur. Alors c'est votre tour maintenant, si vous voulez lui poser quelques questions et approfondir un peu plus encore ce domaine de la chutzpah et de tous ces mots on n'a pas forcément évoqués, mais il y a beaucoup de mots dans le livre que tu reprends et que on saurait peut-être même pas comment les traduire, mais par exemple, l'isrom, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais l'isrom, c'est dire, allez, vas-y, laisse couler, fais avec ce qu'il y a. Ça aussi, c'est une partie de chutzpah. Ce genre de notion à kol yeh beseder. C'est très israélien et c'est très chutzpah. Alors allez-y si vous avez des questions. Je ne sais pas si on a vraiment besoin d'un micro. Oui. Vous avez souligné cette capacité des enfants israéliens à poser tout le temps des questions. Est-ce que c'est pas tout simplement quelque chose de juif qu'on enseigne même dans toute la liturgie et dans tous les fêtes on apprend aux enfants à poser des questions? C'est pas l'un ou l'autre, c'est aussi quelque chose de très juif. Mais je crois que, alors d'abord bien sûr, ça fait partie de notre culture, de nos racines. Mais en Israël, moderne Israël, d'ailleurs le livre parle d'Israël moderne, ok? Moderne Israël, si on prend les 30 années passées, dernières, on a 30% de notre population qui est pas juif. Ok, déjà, ici maintenant en Israël. Alors là-bas, c'est pas nécessairement ça. Et puis, quand je pense même dans la population juive, et je pense à ma famille à moi et mes enfants à moi, honnêtement, au dehors du cours de Tanakh à l'école, je vous dis ça parce que je suis très Non, mais sincère. sans être pratiquant, c'est pas Non, forcément. non, oui, je comprends tout à fait. Mais je dis, dans la vie pratique du jour, c'est dans notre racine, oui. Mais je suis pas sûre que c'est limité à ça. C'est ce que je veux dire. C'est quelque chose de plus grand. Et quand on parle, en parlant seulement de nos racines, de notre DNA, comme vous dites, de poser des questions, ça limite la conversation israélienne pour moi. Parce que la conversation israélienne, elle est plus large que ça. Okay? Et définitivement, ça limite la conversation globale. Parce qu'il y a 30% de la population israélienne qui n'est pas juive. Alors, ils n'ont pas ces racines de poser des questions. Oui, bien sûr, d'accord. Les jeunes juifs français ne posent pas de questions. Mes amis belges à l'école Ganenou, une très bonne école d'ailleurs, j'avais des très bons profs. Alors moi, je peux parler de la Belgique, mes amis juifs là-bas, 100% juifs, tout le monde, une école juive, posait beaucoup moins de questions que les enfants israéliens. Alors je dis, c'est pas l'un ou l'autre, d'accord? C'est pas l'un ou l'autre. Ça, bien sûr, c'est existant, c'est dans les racines. Mais c'est pas assez d'avoir ça dans les racines. Il faut aussi laisser. Ok, il faut le milieu. Il faut avoir aussi la liberté de poser ces questions dans tous les choses dans notre vie. Ok. Ouais, il y a cette bienveillance aussi de laisser les gens se tromper, poser des questions et ne pas avoir l'air bête. Parce qu'en France, on a toujours peur de poser des questions, de s'attirer peut-être une mauvaise image de quelqu'un qui veut exister plus que les autres. Je sais pas. Ouais. Moi, j'ai une question, pas forcément dans le start-up, mais dans le marché du travail, où tu as dit on cherche le potentiel, etc. C'est pas les connaissances dont on a besoin, le potentiel. Moi, je vois les jeunes autour de moi qui démarrent. Ils ont beaucoup de mal à trouver
des postes parce que dès que le poste doit être intéressant, c'est toujours 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Et même quelqu'un qui veut bouger, alors il a beau se présenter en ayant j'ai le potentiel de ci, j'ai le potentiel de ça. Moi, c'est ce que j'ai conseillé personnellement à ma fille. Je lui ai dit, écoute, tu as ces potentiels-là, montre tes potentiels, même si elle a fait aussi beaucoup d'autres choses avant, ça marche pas. Alors moi, j'ai parlé du service militaire, mais quand j'ai dit ce que j'ai dit avant avec le potentiel et tout, mais je dois dire marché du travail généralement, pas seulement en Israël. Je vous conseille vraiment de lire si ça vous intéresse, ce report qui s'appelle Skills for the Future par le forum World Economic Forum. C'est vraiment fascinant de voir ce que les plus grandes entreprises dans le monde et les plus grandes économies maintenant dans le monde, comment ils ont changé la façon dans laquelle ils regardent pour les jeunes. Définitivement dans le tech. Mais c'est vrai qu'en même temps, trouver la première position, ce qu'on appelle le junior, c'est très difficile, même je veux dire pour tout le monde, ok? D'ailleurs, pour ça, s'il y en a qui sont intéressés, il y a une organisation qui s'appelle Place IL, non-profit organization israélienne. Alors, place.il, qui aide à trouver les premières positions. Ok, le junior, parce que ça, là-bas, c'est vraiment plus difficile. Alors, c'est vrai que c'est encore difficile, mais c'est beaucoup plus facile qu'avant, que dans notre temps. D'accord? Parce que dans notre temps, dans le CV, il y avait un chemin qu'il fallait parcourir et il fallait à un certain moment être expert dans quelque chose. Oui. Ça, maintenant, ça a changé quand même. Il y a un type pour mieux arriver dans cette optique-là? D'insister, oui, et de ne pas avoir peur de réessayer. Ouais. Dans le cas de Gvaïm, on ne fait que ça. Si je peux me permettre, dans le cadre de Gvaïm, donc une association qui aide les Olim ici en Israël à organiser leur carrière et à trouver un travail, on ne fait que ça. Et principalement, ce que je dirais, n'oubliez pas qu'on est à 2,8% de chômage en Israël, c'est-à-dire on est en plein emploi. La difficulté, c'est pas de trouver un travail, c'est de savoir être en synchronisation avec le monde du travail israélien pour plaire à un employeur, parce que lui, ce qui l'importe, c'est votre impact, qu'est-ce que vous allez lui apporter, et c'est ça qui est important à préparer. Et on fait ça, voilà. Oui, alors je peux dire que Gvaïm, c'est une organisation vraiment admirable qui fait vraiment votre travail. Je le connais depuis beaucoup d'années. Moi, j'ai commencé il y a 16 ans un accélérateur de start-up, le premier en Israël, sous le réseau de 8200, mais c'était ouvert. Et à ce temps-là, avec Gvaïm, on a fait beaucoup de partenariats pour essayer c'était il y a 16 ans, c'était vraiment il y a longtemps, de trouver des synchronisations avec les Olim et c'est pas pour aider les Olim, c'est parce que les Olim qui viennent, ils apportent quelque chose que les Israéliens n'ont pas. Je veux dire, c'est plus que juste pour aider. Mais ce que je veux dire, c'est que, en effet, le type que j'ai, c'est Gvaïm et Play Sahel. Parce que, en effet, c'est pour des gens qui viennent, qui sont pas nés ici, qui n'ont pas fait tout le parcours israélien. Il faut définitivement on peut trouver de la valeur dans des réseaux comme ça, dans des événements comme ça, mais en même temps, aussi dans tout ce qui est israélien, ok? En même temps, c'est un peu comme dans le marché de travail pour les femmes. Je crois pas que les femmes doivent seulement aller dans des réseaux de femmes et des groupes de femmes, parce que le monde le marché du travail est plus grand que ça. Il y a aussi des hommes là-bas. Alors si on se trouve que entre femmes, on parle de nos problèmes et on n'a pas des discours qui sont plus large que ça, mais en même temps, se trouver entre femmes, ça nous donne beaucoup d'autres valeurs. Alors les deux en même temps. Et retournons à l'hébreu et à des termes, des expressions israéliennes.
Alors, grosse tête en français. Non. Roche Gadol. Non, bien sûr que c'est pas grosse tête. Je sais, c'est l'inverse. Je sais. Ça, je sais en français. Mais grosse tête, c'est, et en anglais, big head, ok? C'est quelque chose de négatif, bien sûr. Roche Gadol, les mêmes deux mots, quelque chose carrément différent. D'ailleurs, une expression d'origine d'où en Israël? Quelqu'un veut deviner? Roche Gadol, cette expression du militaire. Ok? Ça a commencé du militaire. Et c'est très counterintuitive au militaire d'être Roche Gadol. Mais c'est comme ça qu'on est en militaire en Israël. On est Roche Gadol. On fait plus de ce qu'on nous dit à faire. On fait plus de ce qu'on a expecté. C'est bien sûr partout dans la vie. Alors la même chose, quand on cherche du travail en Israël, il faut être Roche Gadol. Quand on vient à un interview, il faut essayer. Et ça prend du temps. Il faut pratiquer. Et vraiment, ces muscles, d'être dans un interview, on n'est pas en France, on est en Israël, c'est différent. Moi, j'ai une question pour toi, un peu peut-être difficile. Le livre a été écrit il y a 5 ans, mais notre réalité a beaucoup changé. Et c'est vrai que tu parles de, en Israël, c'est important la chutzpah pour se débrouiller, pour trouver un job. Mais on vit pas en isolation, on vit dans le monde. Est-ce que tu sens sur les 2 dernières années que finalement la chutzpah, et tu le mets en avant comme quelque chose de positif, c'est bien reçu maintenant? Comment tu es reçu quand tu présentes ton livre dans le monde? Alors, honnêtement, je suis reçue. Bon, ces 2 dernières années, bien sûr, c'est quelque chose de différent, mais pour moi, pas à cause des éléments qui sont dans Chutzpah. Sans doute plus différent, plus difficile pour moi personnellement, comme maman de 2 soldats, ok? Et comme quelqu'un qui a beaucoup d'appréciation, personnellement. D'abord, qui adore ce pays, si c'était pas clair, ok? J'ai vécu la moitié de mon enfance en dehors d'Israël. J'ai des très bons amis en Europe et j'aime beaucoup l'Europe et j'ai beaucoup d'appréciation aussi pour des différentes choses en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Mais je crois que Israël, c'est vraiment un endroit vraiment très, très spécial. Et le service, et je viens d'une famille très zioniste, mais comme personne humaniste qui est pro-paix, ok? C'est ça qui est difficile pour moi maintenant dans le monde. Parler du service militaire en Israël, parler du Rosh Gadol, parler du fait que je crois encore, maintenant j'ai un peu plus d'hésitation, mais je crois encore, toujours, que généralement, les soldats en Israël, ils sont bien. Ils ont leur cœur ils sont moraux, ok? J'avoue qu'aujourd'hui, c'est plus difficile pour moi de monter en Allemagne ou en France ou je sais pas où dans le monde et de parler de la même manière pour moi. Non, pas à cause des questions que je suis demandée, qu'on me demande, mais les réponses que moi je donne, ok? Et c'est triste, c'est très triste, d'accord? Mais c'est pas les éléments du chutzpah, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est d'autres choses. Et on vit dans une réalité qui est très, très complexe. On le sent ici, on le sent en dehors d'Israël. Nos familles et nos amis en dehors d'Israël le sentent encore plus que nous. Les éléments du livre, en effet, tous les éléments sociaux que le livre on en parle, sont même plus présents ces 2 dernières années qu'avant. Plus présents, ok? Et tous les samedis, si on sort ici, pas loin d'ici, on les voit. To challenge authority, to challenge reality, ok? Ne pas prendre la réalité comme elle est. Même ces 2 dernières années, de demander des questions, d'avoir de la résilience, d'être très solidaire, d'être optimiste. Même dans les jours les plus terribles qu'on a. Ça existe encore. C'est notre force.
Alors, j'ai fait la première année après la guerre, j'ai fait en effet la première semaine. Alors, le 7 octobre, j'étais en France. Le 10 octobre ou le 11 octobre, j'avais une conférence à Monaco où j'ai pas pu parler d'ailleurs. J'ai pleuré parce que littéralement j'ai pleuré. C'est la première fois dans ma vie dans une conférence où j'ai pleuré parce que j'ai pas pu parler. J'ai pas pu parler du Startup Nation, de la réussite israélienne, de l'innovation israélienne. C'était un cas très très amicable et très pro, mais j'ai pas pu parler de ça. Et quand j'ai commencé à parler d'Israël, j'ai commencé à pleurer. Et puis j'étais au Brésil, j'étais en Chine, j'étais en Allemagne, j'étais encore en France ces 2 dernières années. C'est pas facile, mais ces derniers mois, non. Heureusement, je peux dire que, alors je vais partager ça avec vous personnellement. Je peux dire que, alors notre plus jeune fils, il a 16 ans, il est danseur de ballet et il est ces 2 dernières années à l'Académie Princesse Grace à Monaco. Il a quitté quand il avait 14 ans. C'est quelque chose qui est vraiment pas normal pour une famille israélienne. Un enfant de 14 ans qui parle pas français, qui est pas français du tout, qui n'a rien avec l'Europe, quitte la maison pour faire de la danse classique. Tout ça est pas normal. Et et nous, et moi comme une mère israélienne typique qui est très proche de ses enfants, peut-être trop proche, même si je parle de beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance, quand même assez proche de ses enfants. On est allé en revenant et en allant beaucoup en France et on s'est situé à Nice. Et je sais qu'on parle beaucoup maintenant de Cannes. Je vais dire que le maire de Nice, parce que moi j'ai vu ça. Oui, mais je peux vous dire que ces 2 dernières années, j'ai vécu au moins 8-9 mois en total à Nice. Jamais caché le Mont Magen David. Dans la rue, on me demande d'où je suis, je dis Israël. Dans l'immeuble où on a loué un appartement, tout le monde sait qu'on est d'Israël. Ils sachent même qu'on a 2 enfants, 2 fils dans l'armée. Et je reçus rien que oui. Parce que je crois que ce qu'il a fait, c'est plus qu'être un maire qui est pro-Israël. Il a créé, et il montre que c'est possible, un environnement où c'est très clair qu'est-ce qui se passe. Assez clair. Bien sûr, il y a partout dans le monde. Bien sûr. Il ne faut pas que ça soit un dialogue. On va dans quelques minutes en fait enchaîner sur un cocktail, poser plein de questions. Je pose encore 2 questions. Salut Inbal, je m'appelle Mallory et moi j'ai une question en tant que Ola Yachassit Hadasha, ça fait 9 ans. C'est quelle est la part de l'olé ou des vagues d'olim dans ce balagan et dans cette chutzpah, alors plus dans le balagan que dans la chutzpah. Moi ma vraie question c'est est-ce que je dois l'isrom ito, c'est-à-dire faire comme les Israéliens. Et en fond de moi, je me dis, mais j'ai quand même quelque chose à apporter en tant que Française juive. Et est-ce que, alors voilà, ma question qui n'est pas très claire d'ailleurs, c'est quel est le rôle des olim ou des vagues d'olim dans l'évolution du concept de balagan et de chutzpah? Alors, je dirais que si je regarde sur le tech, les vagues d'olim qui ont commencé dans les années 90 avec les olim qui sont venus de la Russe au début, des pays de l'USSR, ils ont apporté avec eux beaucoup de, pas chutzpatik du tout, ok, mais beaucoup de valeur pour le tech. C'était la première exemple, et pas seulement pour le tech, pour la société israélienne, bien sûr, mais moi je parle de la prisme très pratique du tech ou du business. Ils ont apporté une valeur spécifique scientifique, technologique, de haute valeur. Quand je regarde dans les boîtes israéliennes, Monday.com par exemple, Fiverr, Wix, ok, ou toutes d'autres, eToro, plein de boîtes que vous connaissez. Le marché, comme on a dit avant, le marché israélien n'est jamais été le marché potentiel de ces boîtes. C'était toujours le monde.
Le fait qu'il y a des vagues d'Olim qui arrivent, qui sont professionnelles, qui peuvent créer un lien entre les marchés là-bas et l'israélisme et les boîtes israéliennes en business est de très grande valeur. Et je crois qu'on voit de plus en plus dans ces boîtes des professionnels, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, ça c'est sûr. Beaucoup plus que quand Gvaim, je crois, a commencé. Parce que les entrepreneurs israéliens, les exécutifs israéliens, ils comprennent maintenant ils ont des ressources au bout de leurs mains. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis très contente de voir déjà une première génération d'entrepreneurs Olim. Je peux vous dire que moi, personnellement, je suis investie dans un start-up en cyber de 3 Olim. Ils sont pas Hadashi maintenant, mais ce sont des Olim. Et je suis pas là parce que je suis gentille, je suis là parce que je crois que c'est un bon business qu'ils font et qu'ils sont très doués et que Même si on n'est pas très fan de Balagan et pas toujours Chutzpanim. Non, bien sûr, mais et l'idée c'est de vraiment, et c'est ce qui se passe en Israël, ça c'est la beauté de ce pays. C'est un pays ma mère venait de la Pologne, mon père venait de l'Égypte. Ils avaient pas la même culture, ok? Donc pas du tout. Ils ont créé une très belle famille en Israël. Alors c'est la même chose, mais je comprends, je suis pas naïve, je comprends comment c'est difficile. Ok, je comprends tout à fait le fait que c'est difficile et c'est irritant, c'est angoissant. Je comprends tout à fait. Mais je veux, et peut-être en terminant, on va terminer avec Marcel Proust. Ah, ça vous dit quelque chose? Et on va prendre d'autres questions après ou maintenant, avant Marcel Proust? Dernière question. Ok, après on va revenir à Marcel Proust, je vous promets. Ouais. Ma question, elle complète un peu des questions précédentes, mais j'aimerais vraiment m'attarder sur les origines de la chutzpah, parce qu'on a parlé des enfants qui étaient complètement différents dans les salles de classe que européennes en Belgique ou en France, et j'ai envie de comprendre, parce qu'il y a encore 70 ans, la plupart des habitants, ils venaient d'autres pays, ils venaient surtout d'Europe. Moi, je vois on lit qu'il y avait des professeurs d'université en Russie qui ont dû se convertir en professeurs de lycée en Israël parce qu'il y avait tellement de doctorants qu'il n'y avait plus la place, en fait, pour eux. Donc, c'est eux qui étaient les professeurs des écoles. Alors, comment on a transformé cette éducation stricte européenne dans ce balagan israélien? Bon, d'abord, c'est pas seulement strict européenne, parce qu'il y avait aussi des professeurs qui sont venus d'ailleurs, pas de l'Europe, ok, d'autres pays qui n'étaient pas européens. Mais on n'avait pas le choix en Israël des années 50, ok. C'est un peu comme demander comment on avait cette architecture très israélienne, Tel Aviv, ok. Comment on a pu créer cette architecture qui est pas très esthétique, ok. Si on peut l'appeler architecture, on n'avait pas le choix. On a créé ces immeubles, tu sais, de blocs, et pas parce qu'on voulait des Legos. C'était pas ça. C'est parce que c'était vite. C'est la même chose en classe. On peut avoir des très bonnes idées comment une classe doit être ou comment en Pologne ma mère a étudié à l'école. Mais en venant en Israël, des enfants Olim de Pologne, de l'Égypte, des Israéliens ou de je sais pas un peu de partout dans un mix. Pas beaucoup de temps à l'école. 30 élèves, 35 élèves par classe. Un seul prof qui est pas très bien payé, ok. Ça a été créé. Mais on peut pas regarder seulement sur la classe. C'est ça. Ça fait partie de beaucoup d'autres éléments de la vie quotidienne israélienne. Alors, les immeubles que j'ai dit, c'est un élément qui est comme la classe et les rues, l'infrastructure. Vous savez, Séoul a été créé la Corée du Sud, indépendance 1948, même année qu'Israël. À ce temps-là, plus ou moins le même nombre d'habitants, de résidents. Mais à Séoul, ce qu'ils ont fait, ils sont allés, en effet, à Paris, à prendre les grands boulevards, les grandes avenues, Champs-Élysées comme exemple, et ils ont créé en Séoul des années 50, des immenses boulevards comme ça, quand il y avait très peu de voitures, en pensant à l'avenir. Tel Aviv ou Jérusalem, pas vraiment la même chose, hein. C'est intéressant que tu prennes l'exemple de la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud aujourd'hui
Elle va regarder à travers. C'est intéressant que tu parles de la Corée du Sud, puisque la Corée du Sud aujourd'hui, elle va regarder en Israël et notamment à travers les études du Talmud et de ce qu'on appelle la disputation, hein, de se disputer comme ça sur un point et une virgule, pour essayer justement de Oui. prendre cet esprit-là. Et vous vous rappelez de l'exemple de Singapour de professeur Zaidman? Il y a des délégations israéliennes qui vont à Singapour pour apprendre comment ils ont réussi dans les dernières 20 ans de créer un système éducatif top dans les résultats du monde. Et du Singapour, tu vois des délégations qui viennent en Israël pour essayer d'apprendre la chutzpah. Alors, ce que je veux dire, il n'y a pas un formulaire, il n'y a pas un seul élément. C'est vraiment, il faut vraiment regarder à l'État d'Israël qui a été créé dans ces 77 années passées, le temps très très vite condensé. C'est comme quelque chose de très très intense. Et c'est ça qui a et le fait qu'il fait très beau dehors, et le fait qu'on a confiance l'un dans l'autre. Alors quand les enfants sortent de l'école, ils marchent tout seuls. À 7 ans, à 8 ans, à 9 ans en Israël. Ça n'existe pas d'ailleurs dans d'autres pays. Aux États-Unis, big no-no. On voit pas des enfants de 8 ans marchant dans la rue tout seuls. Ici, t'as peur quand ton enfant de 8 ans va à l'école tout seul? Non. On a confiance en l'autre. C'est beaucoup d'éléments. C'est pas une seule chose. Je pense qu'on va conclure sur Proust. Proust, Sur oui. Proust. Oui, parce que Proust, je suis sûre que vous avez... alors, en Israël, on n'étudie pas Proust à l'école. Non. Mais, alors, Proust, à la recherche du temps perdu. Et ça, c'est une réponse, je crois, à vous tous, en pensant aux Israéliens, mais peut-être plus en pensant à vous-même. C'était comme réponse à ta question à toi. Alors, le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de son autre. Alors pour moi, ça, c'est la meilleure définition d'innovation et de découverte. Et c'est pas nécessairement d'aller découvrir quelque chose de nouveau, mais c'est de regarder à une réalité dans des yeux différents. On met des différentes lunettes. Alors, je vous conseille de regarder sur l'Israël, sur les Israéliens, c'est pas sur Israël, avec des différents yeux, mais même à vous-même, avec des différents yeux. Merci. Alors, merci pour ces yeux et pour ce regard très différent, ce regard ces éclairages qui nous apportent beaucoup. Moi, je voulais aussi vous dire que pour moi, ce qui peut symboliser la chutzpah, c'est de se lancer comme ça, dans un très très bon français, mais sur un sujet qui est pas évident. Et tu l'as fait avec brio. Alors vraiment, merci beaucoup. Merci. On est vraiment au cœur de la chutzpah. Et d'ailleurs, ça sortira dans une 10e langue très prochainement, en arabe, avant de sortir en français, donc c'est pas normal. Alors là, il y a un appel. Si vous connaissez des éditeurs suffisamment intelligents pour comprendre le potentiel social, business, économique d'un chutzpah en français, je pense que ça pourrait nous faire du bien. Donc on commence moi j'ai promis à une balle de regarder vraiment autour de moi, et puis voilà, c'est un appel. Donc si vous connaissez ces éditeurs, ça serait juste génial. Parce que je pense aussi que pour les Olim français qui débarquent en Israël, cet élément-là, chutzpah, est indispensable, au moins à décoder, pas forcément tout de suite pour se l'approprier, mais à décoder pour comprendre ce qui se passe ici, quoi. Ouais, exactement, pour être moins vachier. Alors, on va pas faire honneur à Proust parce qu'il n'y a pas de Madeleine là-bas, mais en revanche, il y a un cocktail et je vous invite à se cogner tout de suite. Merci à vous tous.